Et bienvenue dans cette mairie du 15e où avec tous ceux qui m'entourent, député monsieur du 15e Jean-François Lamour, et puis nos amis copartenaires de cette conférence et de cette exposition, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir si nombreux pour célébrer ce grand événement, puisque 2014 se termine d'ici un mois. Et d'ici là, de nombreux événements viendront encore célébrer en France et en Chine le 50e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle, très exactement le 27 janvier 1964. Et j'ai souhaité qu'à travers cette soirée, le 15e arrondissement associe la célébration de cet événement historique. D'abord, bien sûr, vous remercier, comme je le disais au début de mon propos, d'être venus si nombreux pour être les témoins de cet hommage à l'histoire, à la grande histoire. Et au nom des habitants du 15e, je voudrais très sincèrement saluer et remercier M. Xiaoping, vous l'applaudir, qui est le représentant personnel de l'ambassadeur de Chine en France, qui est actuellement dans son pays et qui n'a pas pu être présent. Monsieur Wu Zhong, qui est à côté de moi, voilà, qui est conseiller pour le patrimoine mondial à l'UNESCO. Bernard de Gaulle, également parmi nous, bien sûr, l'un des pionniers des relations France-Chine dès 1964 d'ailleurs. J'ai plaisir à saluer sa fille Hélène Lassé d'Épinay, qui était notre collègue et conseiller de Paris jusqu'à récemment. On peut l'applaudir, je vois qu'il y a des applaudissements. Marc Piton, qui est le commissaire de France-Chine 50, grâce auquel, d'ailleurs, notre manifestation a obtenu le label officiel France-Chine 50. Et nous sommes très honorés de vous accueillir dans cette mairie, particulièrement sensibles à votre présence les uns et les autres. Mes remerciements, bien sûr, vont absolument à Jacques Godefroy, qui est ancien ministre, bien sûr, et surtout président de la Fondation Charles de Gaulle, sous le haut patronage duquel est placée cette manifestation. Il était d'ailleurs, à l'époque, en 1964, déjà du temps des fonctions à l'Élysée, et il a suivi ces événements. Enfin, 73. En 73, je suis président pour qui nous je peux dire 17 naturellement, mon cher Jacques, pardon. Je voudrais saluer également la présence parmi nous de Chavannes, qui est la principale collaboratrice de Jean-Pierre Raffarin, qui, comme président de la Commission des Affaires étrangères, bien sûr, et qui, comme vous savez, est un immense ami de la Chine, on peut l'applaudir, il est représenté par sa collaboratrice, parmi nous. Et puis aussi, je voudrais remercier Guylaine Folanosa, ancienne conseillère de Paris, qui a joué un grand rôle dans l'organisation de cette soirée, et François-David de Travel, qui est à ses côtés, qui a également beaucoup œuvré à ce que cette soirée soit réussie. Rappelons-nous, le 27 janvier 1964, un bref communiqué était publié simultanément à Paris et à Pékin. Je cite: le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ont décidé d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Ils sont convenus à cet effet de désigner des ambassadeurs dans un délai de 3 mois. Le 23 février 1964, Paris et Pékin échangent des chargés d'affaires. Claude Chaillet à Pékin et Sun Chiquan à Paris. Le 31 mai, Lucien Pec, premier ambassadeur de France en Chine, présente ses lettres de créance au président Liu Shaoqi. La France s'impose alors dans l'histoire comme le premier pays à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Et cette initiative diplomatique très forte fit l'effet d'un coup de tonnerre en pleine guerre froide et suscita à l'époque un grand trouble dans le camp occidental, notamment bien sûr américain. Mais la prédiction générale sur laquelle les Français seraient imités dans les 10 ans à venir par les Américains et les Britanniques alors si critiques s'est finalement avérée exacte. Les 6 actes fondateurs, si je peux dire, du général de Gaulle conservent une aura qui ne s'est pas démentie dans la mémoire chinoise, et s'il reste la référence des relations franco-chinoises contemporaines, c'est qu'ils transcendent le simple cadre diplomatique.
La reconnaissance de la Chine populaire par le général de Gaulle garde une charge symbolique forte parce qu'elle participait à une vision planétaire, soucieuse d'indépendance nationale, que ce soit celle de la France à l'égard du bloc occidental ou celle de la Chine à l'égard du bloc soviétique. Nouer des relations avec la Chine populaire fut une idée longtemps mûrie par le général de Gaulle. Dès son retour aux affaires en 1958, il se rapproche d'Edgar Faure qui avait suggéré une reprise des relations diplomatiques entre la France et la Chine dans un ouvrage qu'il avait publié dès 1957. Et à partir de 1962, les missions françaises à caractère politique, mais surtout économique, se succèdent en Chine, et il ressort de ces contacts informels avec les plus hautes autorités chinoises que Pékin souhaite une normalisation des relations diplomatiques et politiques avec la France. C'est à ce moment qu'intervient la mission secrète du président Edgar Faure en octobre-novembre 1963, qui est chargé personnellement par le général de le représenter auprès des dirigeants chinois. C'est le 31 janvier 1964, lors d'une mémorable conférence de presse, que le général de Gaulle livre aux Français sa décision. Sa vision était claire. La deuxième partie du XXe siècle verra la Chine, dit-il, plus vieille que l'histoire, devenir encore plus forte et incontournable. Il n'y a dans cette décision rien qui comporte la moindre approbation à l'égard du système politique qui domine actuellement la Chine, précisa le général. La France reconnaît simplement le monde tel qu'il est, résume de son pragmatisme en matière de politique étrangère, tout en soulignant le poids de l'évidence et de la raison à l'origine de cette décision. Pour les responsables chinois, l'ouverture à la France était le début d'un processus qui allait mettre fin à l'isolement diplomatique de leur pays. Par sa trajectoire personnelle, l'appel du 18 juin, la résistance, la décolonisation, la politique d'indépendance nationale, le général de Gaulle incarnait aux yeux des Chinois les idéaux de la Révolution française et au-delà la compréhension des aspirations des peuples du monde. Entre de Gaulle et les Chinois, on peut parler d'une fascination réciproque qui a servi et sert encore les deux pays. C'est ce que Sharon Elbaz et Philippe Houlmont écrivent dans un article publié par la Fondation Charles de Gaulle et à qui j'ai emprunté les références historiques que je viens d'évoquer. Le général fut invité en Chine fin 70, mais la nouvelle de sa mort le 10 novembre brisa la rencontre historique. C'est un grand dommage, Mao de Gaulle. À Pékin, le 10 novembre 1970, le drapeau fut mis en berne à l'entrée de la cité interdite, une première pour un chef d'État étranger. Et dans le cimetière de Colombey furent déposées 2 couronnes barrées de 2 rubans au nom de Mao Tse-tung et de Zhou Enlai. En reconnaissance de ce geste courageux du général de Gaulle, selon l'expression souvent utilisée dans les discours chinois, les ambassadeurs de Chine en France ont pour tradition de se rendre en pèlerinage à Colombey les 2 églises sur la tombe du général. Cette année, la Chine est devenue le premier pays étranger à contribuer à la restauration de la croix de Lorraine à Colombey, une donation généreuse à l'égard de la reconnaissance de la Chine pour le général. Cet homme qui a si justement incarné à leurs yeux cette compréhension des aspirations des peuples. 2014 aura commémoré ce 50e anniversaire par de prestigieuses manifestations culturelles en France et en Chine, et aura mis en lumière de très nombreux échanges et partenariats industriels, scientifiques, technologiques. Le 15e a voulu y prendre sa part, et pas seulement ce soir avec cette prestigieuse conférence. L'Institut Pasteur a créé avec l'Académie des sciences de Chine et la municipalité de Shanghai l'Institut Pasteur de Shanghai, Académie des sciences de Chine, qui contribue à l'amélioration de la santé publique en Chine et en Asie par ses activités de recherche fondamentale et appliquée. L'assistance publique hôpitaux de Paris, les hôpitaux Necker et Georges Pompidou, dans le 15e, ont établi des relations de professionnels de santé avec les hôpitaux de Ruijin, Tsinghua et Suzhou, affiliés à l'université Jiaotong de Shanghai. L'école d'Assas, une église spécialisée en formation en massokinésithérapie, qui est représentée dans cette salle, et pédicuripodologie, a conclu un accord en coopération avec l'université médicale de Wenzhou pour des stages d'étudiants. Je citerai aussi Montparnasse, 56, sur un autre plan, bien sûr, le 56e étage de la tour Montparnasse. Nous n'avons pas de tour que Shanghai, jusqu'à présent en tout cas, c'est un autre sujet, qui, grâce à des partenariats avec des tours opérateurs chinois, a augmenté le nombre de visiteurs chinois de 3 000 en 2006 à plus de 260 000 en 2013, soit 20% de l'ensemble des Chinois qui visitent la France. Le groupe La Poste, par de Vaugirard, dont le service philatélique a tenu à émettre avec la poste chinoise le timbre officiel France-Chine 50, 1,5 million d'exemplaires de timbre émis en France et 10 millions d'exemplaires en Chine. On n'est pas dans les mêmes dimensions.
l'artiste du timbre français de renommée internationale Yves Beaujard est le créateur de ces timbres. Je n'oublie pas le supermarché Temps de Frères, qui est en terre de la Brousse. Quelques exemples aussi en matière culturelle. Agnès Niveau, céramiste, rue Péclet, Marie Minac, mosaïste, oui, pas maoïste, mosaïste, rue de la Bégourde, les deux d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas compatible, sélectionné par Atelier d'Art de France pour le French Art Tour à Shanghai en novembre et décembre. Florence Martel, peintre sculpteur du Girard, invité à l'écrialité nouvelle pour les murs au musée des Beaux-Arts de Pékin en novembre 2014. Et même le patronage laïque qui a vu Félix Faure qui organise en décembre une série d'événements, expositions d'artistes français et chinois, concerts de musique chinoise et conférences. Voilà, ce ne sont là que quelques exemples illustrant la vitalité du 15e à l'international. Maintenant, notre soirée va pouvoir commencer avec une multitude d'actions et d'animations. Cela commencera par le témoignage de Bernard de Gaulle, tout de suite, puis un concert dont je vous parlerai dans quelques minutes. Et je voudrais, dans un premier temps, laisser la parole à M. Zongo, conseiller à l'UNESCO, puis je passerai la parole à M. Zhao Ping, représentant de l'ambassadeur de Chine, Jacques Godefroy, président de la Fondation Charles de Gaulle, et ensuite Bernard de Gaulle pourra nous livrer son témoignage. Je vous remercie en tout cas de votre